Un océan entier recouvrait autrefois d'immenses parties de la Terre, puis il a disparu. Non pas parce qu'il s'est asséché, mais parce que la planète elle-même l'a englouti tout entier. C'était l'océan Tethys, une mer ancienne et immense, détruite par la lente collision des continents il y a des millions d'années. Les scientifiques pensaient qu'il avait disparu à jamais sous la croûte terrestre. Mais de nouvelles recherches révèlent que des parties de cet océan perdu se trouvent encore profondément sous nos pieds, qu'elles sont toujours en mouvement et qu'elles continuent de remodeler notre planète aujourd'hui. Et la façon dont cela se produit est plus étrange que ce que quiconque aurait pu imaginer. L'ancien plancher océanique de la Tethys n'a pas simplement disparu. Il a coulé profondément dans le manteau terrestre sous l'Afrique. Et là-dessous, pendant des millions d'années, il a créé quelque chose d'immense, le superpanache africain, une gigantesque bulle de matière chaude et plus légère qui continue de remonter vers la surface aujourd'hui. En remontant, elle déplace des roches plus denses et crée une zone de matière à faible densité sous l'océan Indien. Une densité plus faible signifie une chose, une gravité plus faible, et cela nous amène à l'une des caractéristiques les plus inhabituelles de la Terre dont presque personne ne parle. Au sud du Sri Lanka, au milieu de l'océan Indien, il y a une dépression dans le champ gravitationnel de la Terre. On ne peut pas vraiment la voir. Nous ne parlons pas ici d'un trou physique. La surface réelle de l'océan ne s'abaisse pas, mais la gravité y est nettement plus faible que partout ailleurs sur la planète. La différence est mesurable, suffisante pour affecter la navigation par satellite et les calculs du niveau de la mer. Les scientifiques l'appellent l'anomalie géoïde de l'océan Indien, et c'est la plus grande anomalie gravitationnelle sur Terre. Et pendant longtemps, personne n'a réellement pu expliquer pourquoi elle existait. Grâce à des simulations informatiques, les chercheurs ont retracé l'anomalie jusqu'à sa source, l'ancien océan Tethys. Son plancher englouti a perturbé le superpanache africain, propulsant des panaches chauds à travers le manteau, affaiblissant le matériau sous l'océan Indien et creusant une dépression gravitationnelle de la Terre. Cet océan disparu depuis des millions d'années continue d'influer encore aujourd'hui depuis les profondeurs du globe. L'océan Tethys a disparu, mais en réalité, il n'est jamais vraiment parti. Depuis des millions d'années, quelque chose se tapit dans les profondeurs de l'océan. Vous ne pouvez ni le voir, ni le toucher, ni le cartographier au sonar, et pourtant il retient des espèces entières là où elles se trouvent. Récemment, des chercheurs ont identifié ces victimes, d'étranges cousins de méduses quasi identiques, sauf pour un détail singulier. L'une parcourt les océans du monde, l'autre reste prisonnière de l'Arctique, incapable de s'échapper. Qu'est-ce qui l'en empêche? Ce n'est ni la glace, ni la terre, ni même la profondeur, mais quelque chose de bien plus étrange. Examinons de plus près ce mystère. Les méduses concernées appartiennent à une sous-espèce au nom aussi complexe que difficile à prononcer, aussi vais-je m'en abstenir. Le voici. Elles vivent à de très grandes profondeurs, entre 1000 et 2000 mètres environ. Si profondément que la lumière du soleil n'y parvient même pas. Ce qui est étrange, c'est que certaines arborent un petit bulbe au sommet de leur corps en forme de parapluie, d'autres non. Cette infime différence détermine entièrement leur destin. Celles avec bulbe voyagent à travers tous les océans. Celles qui en sont dépourvues restent confinées dans l'Arctique, comme condamnées à y demeurer. Pour élucider ce phénomène, le scientifique Javier Montenegro et son équipe ont passé en revue plus de 120 ans de photographies et d'observations de méduses, puis ont ajouté des analyses ADN modernes. Les résultats sont étonnants. Sur le plan génétique, les méduses arctiques, qu'elles présentent un bulbe ou non, sont identiques aux espèces à bulbe de l'Atlantique Ouest. Cependant, en dépit de cette similarité, seules les méduses sans bulbe demeurent piégées au nord. Qu'est-ce qui les retient? Il ne s'agit ni d'un mur sous-marin géant, ni d'une barrière rocheuse. Les scientifiques estiment que cette barrière est d'ordre biologique ou géographique, à l'instar de la ligne Wallace, la frontière invisible de la nature. Imaginez naviguer en Indonésie, de Bali à Lombok. À peine 35 km à franchir, pas de quoi faire une sieste prolongée sur le pont du bateau. Une fois arrivés, les plages semblent identiques, le climat semblable. Les palmiers se balancent tous de la même manière. Pourtant, en observant la faune, vous pénétrez dans un tout autre univers. Oiseaux, mammifères, même reptiles ne correspondent soudainement plus
à ce que vous veniez de voir un peu plus tôt. Cette ligne invisible séparant les deux mondes est précisément la ligne de Wallace. L'histoire débute en 1859. Alfred Russel Wallace, naturaliste britannique, parcourait alors les Indes orientales. En passant d'une île à l'autre, il observa quelque chose d'inexplicable. Sur les îles occidentales, comme Bornéo et Bali, les animaux semblaient typiquement asiatiques. Singes, tigres, pivers, rien d'inhabituel. Mais plus à l'est, la faune paraissait venir directement d'Australie. Marsupiaux, cacatoès, même des cousins des kangourous. Les deux ensembles ne se mélangeaient absolument pas. Wallace comprit qu'une étroite bande d'eau pouvait agir comme une immense frontière biologique. Comment deux îles, assez proches pour se distinguer à l'œil nu, pouvaient-elles abriter une faune si différente? Cette ligne n'est pas une simple curiosité naturelle, mais le produit de puissantes forces géologiques. Entre les îles s'étendent des fosses sous-marines qui n'ont jamais été asséchées, même lorsque les anciens niveaux marins montaient et descendaient. À l'ouest s'étend le plateau de Sunda, une vaste plateforme submergée qui reliait autrefois l'Asie aux îles voisines. C'est pourquoi Bornéo, Sumatra et Java regorgent d'espèces d'origine asiatique. À l'est se trouve le plateau de Saül, qui reliait jadis l'Australie à la Nouvelle-Guinée et permettait la dispersion des espèces australiennes. La ligne de Wallace coupe précisément entre ces deux plateaux. Dans cette région du monde, l'archipel indo-australien, 4 grandes plaques tectoniques entrent en collision. Lorsque les mers montaient, les animaux se retrouvaient isolés sur les îles. Quand les mers redescendaient, certaines espèces parvenaient à traverser, mais en nombre limité. C'est ainsi que deux îles séparées par un simple trajet en bateau ont fini par développer des écosystèmes entièrement distincts. La ligne de Wallace n'est pas une découverte récente. Cette frontière invisible influence les animaux depuis des millions d'années. Au Pléistocène, lorsque les mammouths géants parcouraient la planète et que les océans étaient jusqu'à 120 mètres plus bas, nombre d'îles indonésiennes étaient en réalité reliées entre elles. Tigres et éléphants pouvaient alors passer d'un territoire à l'autre sans jamais toucher l'eau. Mais même lors de ces fortes baisses du niveau marin, l'Asie et l'Australie ne se sont jamais unies. Il subsistait toujours entre elles une bande d'eau très profonde. Cet intervalle aquatique agissait comme un mur infranchissable. Depuis plus de 50 millions d'années, il empêche le mélange des espèces, maintenant la faune asiatique d'un côté et l'étrange faune australienne de l'autre. Cette zone centrale d'îles, coincée entre les deux continents, porte le nom de Wallacea. Seuls les animaux capables de nager, de voler ou de franchir la haute mer ont pu s'y installer. Tous les autres sont restés chez eux, sans aucune exception. Comme vous le voyez, il existe presque toujours une explication logique et scientifique à la plupart des phénomènes terrestres. Peut-être saurait-on en trouver une pour ces méduses prisonnières. Il semblerait que le problème se situe dans la dérive nord-atlantique, un courant chaud issu du Gulf Stream. Les chercheurs ignorent encore pourquoi, mais quelque chose dans cette zone empêche les méduses dépourvues de bulbes de progresser. Une hypothèse avance que les prédateurs au-delà de la dérive seraient trop dangereux pour ces animaux. Une autre suggère que la présence de ce bulbe conférerait un avantage de survie, mais nul ne le sait réellement. Pour l'instant, tout se passe comme devant une frontière invisible. Les méduses à bulbe passent, celles qui en sont privées restent sur place. Du côté pacifique de l'Arctique, nul besoin de barrières mystérieuses. Le détroit de Bering s'en charge déjà. Sa profondeur moyenne n'est que de 50 mètres, bien trop faible pour laisser passer des créatures des grands fonds. Ainsi, ces méduses, avec ou sans bulbe, ne peuvent pas s'échapper vers le sud. Tant que nous parlons de vie animale, intéressons-nous encore aux particularités étonnantes de la faune le long de la ligne de Wallace, car les animaux permettent d'observer cette barrière de façon évidente. Les oiseaux, par exemple, refusent souvent de franchir le moindre espace d'eau libre. Leurs espèces s'arrêtent donc net à la frontière. Les mammifères se montrent encore plus rigoureux. Les chauves-souris peuvent traverser, puisqu'elles volent, mais les grands animaux terrestres n'y sont jamais parvenus. Du côté australien dominant les marsupiaux, tels que les kangourous et les opossums, auxquels s'ajoutent des rongeurs indigènes arrivés plus récemment. Du côté asiatique apparaît une toute autre distribution. Singes, éléphants, tigres, félins, rhinocéros. Certes, quelques exceptions subsistent. Célèbes, situés au cœur de la séparation, abritent des macaques, des porcs et de petites tarsiers aux grands yeux. Mais dans l'ensemble, la rupture est manifeste.
Il suffit de descendre de bateau pour que le monde animal se transforme entièrement. Mais qu'en est-il des plantes? Elles ne suivent pas toujours les règles avec la même rigueur. Les graines peuvent se fixer aux oiseaux, flotter à la surface de l'eau ou être emportées par le vent. Mais même ici, la ligne de Wallace se fait sentir. Prenez les eucalyptus. Ils sont aussi emblématiques de l'Australie que les kangourous, et presque aucune espèce ne parvient à gagner l'Asie. Il n'existe qu'une seule exception, qui est apparue, on ne sait comment, à Célèbes et aux Philippines. C'est là toute la magie de la ligne de Wallace. Deux îles peuvent sembler identiques, même climat, même forêt, parfois assez proches pour être visibles de part et d'autre du détroit, mais leur faune diffère comme le jour et la nuit. Et tout cela tient à une frontière invisible dans la mer, en place depuis des millions d'années. De telles découvertes peuvent paraître modestes, mais elles sont capitales. Elles révèlent qu'il subsiste dans l'océan des limites cachées, que l'humanité ne comprend pas encore. Ces barrières invisibles pourraient expliquer comment les animaux marins se dispersent, évoluent et survivent. Comme le soulignent les chercheurs, observer deux formes corporelles distinctes au sein d'une même famille génétique montre à quel point notre connaissance des méduses et autres organismes gélatineux est limitée. Quant à la ligne Wallace, elle demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus fascinants de la biogéographie. Elle nous rappelle que la vie ne se répartit pas toujours de façon uniforme. Parfois, un simple bras de mer peut faire office de mur infranchissable. Les profondeurs marines recèlent bien plus de mystères que nous ne l'imaginions. Devinez quoi? Un immense océan pourrait se dissimuler sous nos pieds, enfoui entre 400 et 650 km de profondeur. Il serait même plus vaste que tous les océans de surface réunis. Des chercheurs, à l'écoute des séismes qui secouaient les profondeurs terrestres, ont constaté que ces vibrations ralentissaient en traversant certaines zones du manteau, signe possible de la présence d'eau. Grâce à des simulations et à des expériences, ils ont ainsi révélé l'existence d'un océan souterrain, mais il n'a rien de commun avec celui que vous imaginez. Sa nature est bien plus déroutante. Le manteau forme une épaisse strate située entre la croûte terrestre et le noyau. Il se compose d'un manteau supérieur, d'un manteau inférieur et d'une couche énigmatique entre les deux, appelée zone de transition. Dans sa partie supérieure, l'on rencontre souvent un minéral remarquable, l'olivine, nommé ainsi pour sa teinte vert-olive. Ce minéral supporte aisément les températures extrêmes et prospère dans la lave. Il ne se contente pas d'y survivre. Il représente près de la moitié du manteau supérieur. On le découvre à la surface grâce aux volcans, car lorsqu'ils projettent leur magma, les minéraux qu'ils renferment remontent avec lui. En refroidissant et en se solidifiant, ce magma engendre des roches ignées, où les minéraux se cristallisent progressivement. L'olivine est l'un des premiers minéraux à se cristalliser. Sa forte concentration dans le magma favorise la formation d'une multitude de cristaux. Certains demeurent minuscules, tandis que d'autres croissent jusqu'à devenir aisément visibles. Les plus grands sont récoltés pour la joaillerie ou pour d'autres usages, comme la fonte des métaux. Mais en descendant plus profondément dans la terre, à près de 400 km, l'olivine subit d'étranges transformations. Nous atteignons alors la mystérieuse zone de transition, où la pression s'intensifie et la chaleur devient extrême. L'olivine s'y transforme en deux roches splendides, la wapsléite et la ringwoodite. Tout comme l'olivine, elles apparaissent parfois à la surface grâce à l'activité volcanique. Ces pierres, d'un bleu-vert lumineux et au lustre vitreux, sont rares et de petite taille. On ne peut donc les exploiter en bijouterie et on les étudie principalement en laboratoire. Elles possèdent par ailleurs une propriété singulière. Leur structure leur permet d'absorber l'eau, un pouvoir que l'olivine ne possède pas. Il ne s'agit pas d'humidité réelle pour autant, mais d'une capacité à retenir les éléments constitutifs de l'eau, hydrogène et oxygène, dans leur réseau cristallin. Ceux-ci peuvent représenter jusqu'à environ 3% de leur masse. Ces deux minéraux jouent pourtant un rôle colossal dans la géologie terrestre. Ils influencent à la fois la conductivité électrique du manteau et sa viscosité, autrement dit sa capacité à s'écouler. Ces propriétés modifient la convection mantelique, la tectonique des plaques et même l'activité volcanique. Sans ces cristaux microscopiques, notre planète serait méconnaissable. Elle pourrait être presque entièrement submergée. Seuls quelques sommets émergeant des flots. Ils nous permettent aussi de mieux comprendre le comportement de l'eau dans son ensemble. La zone de transition se distingue par son caractère hydraté. C'est là qu'intervient une récente découverte majeure, l'existence d'un vaste réservoir d'eau souterrain.
En étudiant le comportement de l'eau à de telles profondeurs, les scientifiques ont observé qu'à mesure que la ringwoodite, chargée en eau, s'enfonce vers le manteau inférieur, elle commence légèrement à fondre. Ce processus lui permet de libérer une partie de son eau, qui se retrouve ensuite piégée dans les profondeurs plutôt que de circuler librement. Toutefois, cette eau n'existe ni sous forme liquide, ni solide, ni gazeuse. Elle demeure chimiquement liée aux structures minérales environnantes. Il ne s'agit donc pas d'un océan au sens traditionnel du terme, mais d'une immense réserve aquifère enfouie. Cette découverte est capitale, car elle bouleverse notre compréhension du cycle hydrologique terrestre, révélant que l'eau circule aussi à travers des zones cachées au plus profond du globe. Une autre révélation fascinante au sujet de l'eau est qu'elle pourrait exister sous un mystérieux quatrième état de la matière. Nous la connaissons sous ses formes solides, liquides et gazeuses. Mais soumise à des pressions extrêmes dans des espaces infimes, elle adopte un état inédit appelé effet tunnel. Ce phénomène a été observé dans un minéral nommé béryl, au sein duquel se trouvent de minuscules canaux hexagonaux, d'à peine 5 atomes de largeur. Ces canaux se comportent comme de petites cages, capables de piéger des molécules d'eau isolées, à l'instar de la wachsleite et de la ringwoodite. Dans ces conditions extrêmes, les molécules d'eau ne suivent plus les lois de la physique classique, mais celles plus étranges et subtiles de la physique quantique. Le phénomène de tunnel quantique permet à certaines particules d'exister en plusieurs lieux à la fois ou de traverser des obstacles théoriquement infranchissables. Imaginez une balle qui, au lieu d'escalader une colline, se retrouve de l'autre côté, comme si elle l'avait traversée. Les atomes d'hydrogène présents dans le béryl se comportent de manière comparable à ces petites balles. Normalement, chacun d'eux occuperait une position bien définie, mais lors de l'expérience, les chercheurs ont constaté qu'ils apparaissaient simultanément à plusieurs endroits. Ensemble, ils formaient un motif rappelant 2 anneaux ondulants, comme si les molécules d'eau s'étaient étalées en une forme circulaire diffuse. Cet état inédit de l'eau, jamais observé auparavant, transforme notre compréhension de son comportement sous conditions extrêmes et ouvre de nouvelles perspectives pour la biologie. L'ensemble de ces découvertes pousse les chercheurs à repenser l'origine véritable de l'eau terrestre. Élément vital à toute forme de vie connue, elle recouvre environ 71% de notre planète et compose également l'essentiel du corps humain. Comprendre comment l'eau apparaît dans l'espace et sur d'autres mondes pourrait donc nous guider dans la recherche de la vie extraterrestre. Selon l'une des principales hypothèses, lors de la formation de la Terre, les matériaux s'agrégeant pour constituer la planète contenaient déjà de l'eau, ou du moins les éléments nécessaires à sa création. La Terre prit forme il y a environ 4,5 milliards d'années. Sous l'effet de la gravité, notre planète naissante se constitua peu à peu à partir de poussière, de gaz et de roches en orbite autour du jeune Soleil. Ces éléments s'assemblèrent progressivement pour engendrer les planètes du système solaire. Or, les régions internes de ce nouveau système étaient alors brûlantes, bien trop pour que l'eau subsiste à l'état liquide. Elle se serait immédiatement évaporée dans l'espace. Toutefois, il est possible qu'une partie de cette eau ait été enfermée dans les roches primitives ayant bâti la Terre. Certains de ces blocs de construction contiendraient même davantage d'hydrogène que l'ensemble de nos océans actuels, ce qui expliquerait la présence d'eau jusque dans les profondeurs terrestres. Plus tard, l'activité volcanique aurait pu libérer cette eau emprisonnée sous forme de vapeur, qui se serait alors condensée avant de retomber sous forme de pluie, remplissant notre jeune planète de mers et de lacs. Une autre hypothèse suggère qu'après la formation de la Terre, l'eau aurait été apportée par des visiteurs cosmiques gorgés d'humidité, tels que les comètes et les astéroïdes venus s'écraser sur notre planète. Jadis, le système solaire interne était un lieu tumultueux et chaotique à l'image de notre chaîne. Ha 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 ha! Lorsque les planètes géantes modifièrent leurs orbites, un effet en chaîne s'ensuivit, connu aujourd'hui sous le nom de grand bombardement tardif. Cette période vit une pluie de blocs glacés s'abattre sur les planètes internes, dont la Terre. Pendant longtemps, les scientifiques crurent que cet épisode, accompagné de l'impact des comètes, avait constitué la principale source de notre eau. Toutefois, l'analyse chimique révéla que l'eau des comètes différait sensiblement de celle de nos océans. En revanche, l'eau contenue dans certains astéroïdes présentait une composition quasi identique à la nôtre. Certains échantillons renfermaient même des traces de matière organique. Il se pourrait aussi qu'une planète voisine nous ait prêté main forte.
Il y a environ 4 milliards et demi d'années, un astre de la taille de Mars, baptisé Theia, serait entré en collision avec la Terre. Ce choc cataclysmique fit fondre une partie du manteau terrestre et engendra la formation de la Lune. Peut-être Theia apportait-elle également de l'eau. Enfin, il n'est pas exclu que la Terre ait produit la sienne. Selon les lois de la chimie, l'hydrogène aurait pu réagir avec la roche en fusion des immenses océans de magma primitifs pour donner naissance aux premières mers. Il est d'ailleurs possible que tous ces scénarios soient avérés et que l'eau terrestre provienne de plusieurs sources. Ceci rend nos recherches plus ardues, mais révèle à quel point l'eau se montre versatile dans l'univers.